médecin épidémiologiste au registre des tumeurs de Loire-Atlantique Vendée. Et moi, je suis Véronique Trouglazé, médecin bénévole à la Ligue contre le cancer, médecin de santé publique. Voilà, donc on va vous faire une présentation à double voix. Et on va essentiellement, donc il va y avoir un double aspect, en fait, un aspect qui porte sur la connaissance actuelle de l'impact des facteurs nutritionnels sur le risque de survenue de cancer, et en parallèle, les actions de prévention possibles, notamment développées par la Ligue contre le cancer. Pas de conflit d'intérêt, ni pour l'une ni pour l'autre. Donc, juste un petit rappel sur le poids du cancer en France. Ça représente un peu moins de 400 000 nouveaux diagnostics par an en 2018, avec un peu plus d'hommes, 200 000 nouveaux cancers pour les hommes et presque 180 000 pour les femmes. Ça représente 160 000 décès par cancer en France en 2018. Donc pareil, un petit peu plus pour les hommes, environ 90 000 et 70 000 pour les femmes si on arrondit. Et c'est donc la première cause de décès en France devant les maladies cardiovasculaires. Alors, bien que ce soit la première cause de décès, c'est une maladie qui n'est plus systématiquement létale comme avant, puisque plus de la moitié des patients guérissent, ou tout au moins vivent avec leur historique de cancer. Et donc il y a, alors, c'est pareil si j'arrondis, presque 4 millions de personnes qui ont eu un diagnostic de cancer dans leur vie, qui sont actuellement vivants en France en 2018. Et donc, un dernier chiffre pour donner pour finir l'image du poids du cancer en France, ça représente à peu près un quart de l'activité hospitalière. Donc là, pour préciser un petit peu où on en est de l'évolution de la fréquence des cancers en France, je vous ai représenté les taux d'incidence standardisés. Alors, l'incidence, c'est les nouveaux cas par an. Et le taux standardisé, c'est le nombre de cas rapportés à une population standard, c'est-à-dire que vous allez avoir l'évolution qui est due uniquement au risque de cancer et non pas à l'évolution de la démographie. On enlève l'effet du vieillissement et de l'augmentation de la population et on ne garde que le risque de survenue de cancer. Donc vous avez à gauche, en rouge, la courbe de taux d'incidence des cancers. Vous voyez que ça a augmenté jusqu'en 2005, puis actuellement c'est en baisse chez l'homme. Et en bleu, vous avez la courbe des taux de décès par cancer. Et vous voyez que cette courbe est en baisse depuis les années 90 en fait. Et ça pour deux raisons. D'une part parce que les cancers les plus graves sont moins fréquents maintenant qu'avant. Et d'autre part parce qu'il y a eu beaucoup de progrès thérapeutiques. Et chez la femme, par contre, on voit que l'évolution est quand même très très différente. La courbe d'incidence est à la hausse depuis le début des années 90, donc en rouge là, et donc toujours actuellement en hausse. Et le taux de mortalité est en légère baisse. Tout ça pour vous dire que le poids du cancer n'est pas, et l'évolution n'est pas exactement la même chez les hommes et chez les femmes. Le cancer, il n'y a pas un cancer, il y a des cancers. Et tout ça, c'est une maladie qu'on appelle multifactorielle parce que c'est lié à des tas de facteurs, les facteurs d'exposition, externes ou internes. Parmi les internes, il y a les facteurs comme l'âge, le vieillissement cellulaire, le patrimoine génétique, ça c'est non modifiable. Enfin si, l'âge il bouge, mais pas... Voilà, c'est pas vous qui pouvez agir. Et puis par contre, donc, dans les facteurs externes, il y a les éléments chimiques dont font partie le tabac, l'alcool, l'alimentation, ce qui nous réunit aujourd'hui, la pollution, etc. Et des facteurs qualifiés de physiques et des facteurs biologiques parmi lesquels les facteurs infectieux, les agents infectieux, on y reviendra. Et vous voyez que le cancer, donc c'est un mécanisme où il y a une prolifération incontrôlée des cellules à un moment donné. Et c'est soit issu de ces mutations génétiques sous l'influence de ces différents facteurs, et il peut y avoir deux évolutions quand il y a des facteurs qui interviennent. C'est soit le gène est réparé,
Et bon, bah, Dieu merci, hop, c'est reparti, il n'y a pas le développement des cellules tumorales, soit il y a la prolifération incontrôlée, et là, c'est le début du mécanisme du cancer. Alors, je vais vous présenter brièvement le Centre international de recherche sur le cancer, parce qu'en fait, dans les diapositives suivantes, je vais vous montrer des résultats très importants d'une étude conduite par cette institution. Donc, c'est une institution qui fait partie de l'Organisation mondiale de la santé, qui est basée à Lyon et dont les missions sont d'une part de coordonner les recherches sur les causes du cancer chez l'homme, et d'autre part d'élaborer des stratégies, des recommandations de lutte contre le cancer au niveau mondial. Et donc il y a beaucoup de recommandations pour les pays en voie de développement notamment. Et donc le CIRC produit régulièrement tout un tas de monographies, de rapports sur les risques et sur les stratégies. Donc il y a plus de 1000 agents chimiques, physiques, biologiques qui ont été évalués par cette institution. Et donc ils sont classés selon la classification que vous voyez en bas, en groupe 1, cancérogène, certain pour l'homme, en groupe 2A, probablement cancérogène pour l'homme, groupe 2B, peut-être cancérogène pour l'homme, etc. Et donc en fait, ça permet, c'est très important parce que les chercheurs s'appuient beaucoup sur ces données pour évaluer les risques de cancer. Et à la demande de l'Institut national du cancer, le CIRC a donc produit un rapport en 2018, donc c'est relativement récent, qui s'intitule « Les cancers attribuables au mode de vie et à l'environnement en France métropolitaine ». Et donc, je vais vous présenter un certain nombre de ces résultats, puisque ça porte notamment sur l'impact des facteurs nutritionnels sur le cancer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, ils avaient besoin de savoir combien de cancers étaient diagnostiqués chez l'adulte en France, alors en l'occurrence en 2015 au moment de leur travail. Ils ont choisi 13 facteurs de risque classés comme cancérogènes certains ou probables, donc liés à des facteurs potentiellement évitables. Et puis, pour chaque facteur, en fait, un groupe de travail d'experts s'est réuni pendant quasiment 2 ans pour déterminer plusieurs choses. D'une part, il fallait déterminer le risque d'un facteur d'induire, d'être lié en tout cas à différents cancers. Donc, pour chacun des facteurs de risque retenus, il faut avoir une valeur du risque. Ensuite, il faut déterminer la fréquence de ce facteur dans la population. Et ensuite, si vous connaissez la fréquence, par exemple, la fréquence, je vais prendre un exemple, je sais pas, de la consommation de frites en France, et que vous savez que la consommation de frites augmente le risque de cancer de 20%, et voilà, vous allez pouvoir calculer quel est le surplus de cancer lié à une consommation de frites excessive. Donc ensuite, les groupes ont produit des synthèses pour chacun des 13 facteurs considérés, et puis une synthèse globale. Et donc, ce rapport donne un ordre de grandeur du nombre de cancers potentiellement évitables pour chacun de ces 13 facteurs de risque. Alors, il y a quand même quelques limites qu'il faut citer. Ils ont considéré que chaque facteur de risque était indépendant. Donc, vous allez voir que ce n'est pas forcément vrai. Voilà. Ensuite, les hypothèses, ils ont fait des hypothèses sur le temps de latence entre l'exposition au facteur et la survenue de cancer. Donc, dans la plupart des cas, ils ont pris 10 ans. Ils ont estimé que, en gros, ils ont estimé l'exposition de la population française à la consommation de frites excessive en 2005 pour calculer le risque de cancer en 2015. Ils n'ont pris que des facteurs de risque qui étaient donc connus et quantifiables en population générale. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas déterminer quelle est la consommation excessive de frites dans la population, vous ne pouvez pas savoir quelle est la proportion de cancer qui lui est potentiellement liée. Donc il y a quelques facteurs qui n'ont pas pu être pris en compte pour cette raison, parce qu'on est incapable de connaître leur fréquence en population générale, et puis ils n'ont pas pris en compte certains effets bénéfiques de certains facteurs, et ils n'ont pas non plus pris en compte de nouveaux facteurs de risque comme les perturbateurs endocriniens, par exemple, parce que justement il n'y a pas de quantification en population générale, et il n'y a pas non plus vraiment de quantification du surrisque de cancer.
Donc dans leur synthèse générale, qui donne quand même, voilà, malgré les limites, ça donne quand même un ordre de grandeur de l'effet des cancers, de l'effet des facteurs modifiables. Donc environ 41% des cancers seraient liés à un facteur de risque externe modifiable, ce qui représente quand même 140 000 cancers par an en France, sur les 340 000 diagnostiqués en 2015. Et donc ça représente 44% des cancers chez l'homme, 84 000 cancers, et 37% des cancers chez la femme. C'est donc un chiffre très, très important. Et donc sur ce graphique, vous pouvez voir, ils ont décliné la proportion de cancers liés aux facteurs de risque qu'ils avaient retenus. Et donc vous voyez qu'il y en a en tous les cas au moins un tout à gauche qui sort du lot et qui est lié à 20% des cancers diagnostiqués en France. Et puis ensuite c'est décroissant. Donc peut-être que vous avez une idée de quel facteur de risque évitable est le premier et cause 20% des cancers en France. C'est pas la nutrition, mais c'est le tabac. Et juste après, on arrive à la nutrition, puisqu'on arrive avec l'alcool, qui est un facteur de risque de 8% des cancers. Alors, encore une fois, pris indépendamment l'un de l'autre. C'est-à-dire que quand on les combine, en plus, le risque est d'autant plus important. Et puis, à égalité, entre guillemets, si je puis dire, il y a une alimentation non optimale et surpoids ou obésité qui chacun représente un risque de 5,4% de l'ensemble des cancers en France tous les ans. Ensuite, vous avez les infections, notamment le papillomavirus qui cause le cancer du col, mais d'autres aussi. Il y a les cancers des hépatites, le cancer de l'hépatite B et C pour le cancer du foie, les expositions professionnelles, les rayonnements UV, notamment pour les cancers de la peau, les radiations ionisantes, et on arrive à l'activité physique, qui est également considérée comme un facteur nutritionnel, qui entraîne un peu moins de 1% des cancers en France. Voilà. Et puis ensuite, il y a encore quelques autres facteurs. Donc on va vous parler essentiellement de ces 4 facteurs nutritionnels aujourd'hui. Donc le premier facteur dont on vous a parlé, là, tabac. Les anglo-saxons ont développé le concept de The Elephant in the Room pour montrer à quel point c'est un énorme facteur qui occupe une place majeure dans toutes les sociétés d'ailleurs, que ce soit les développées ou en voie de développement, pardon. Et donc voilà, c'est symbolisé par cet éléphant. Vous voyez, il se glisse discrètement entre deux personnes qui mangent. C'est pour dire que sa place est quand même vraiment majeure. Et donc on sait que pour le tabac, comme vous pouvez le constater, globalement, si on totalise hommes plus femmes, on arrive à donc environ 20% de cancer, en sachant que, comme sur les périodes qui ont été étudiées, parce que ça évolue, mais sur les périodes étudiées, le tabagisme chez les hommes était nettement plus important que le tabagisme chez les femmes, eh bien, voilà, ça nous donne de l'ordre de 69 000 cancers qui seraient potentiellement évitables si, toutefois, les gens ne fumaient pas. Et voilà. Et voilà, donc on continue à décliner le tableau rapidement pour mieux voir l'impact de chaque facteur. Donc si on prend l'alcool en deuxième ligne, vous voyez que ça représente presque, un petit peu plus chez l'homme, 8,5% des cancers et 7,5% chez la femme. Et au global, presque 30 000 cancers par an quand même. L'alimentation, donc une alimentation sous-optimale entraîne un peu plus de cancers attribuables chez l'homme, 5,7%, un peu moins chez la femme, 5,1%, donc mais presque 20 000 cas par an au total. Et le surpoids, à l'inverse, entraîne un peu plus de cancers chez la femme, donc 6,8% des cancers, mais pour un total finalement équivalent de 20 000 cancers par an. Voilà, ensuite on décline tous les autres facteurs de risque qu'ils ont étudiés, et on arrive à l'activité physique qui serait responsable,
qui entraînerait 3000 cancers par an et qui permettrait d'éviter 3000 cancers par an si tout le monde avait une activité physique minimum conseillée selon les recommandations. Voilà. Donc ça, vous voyez que ça représente un poids très important, les facteurs nutritionnels, dans le risque de cancer en France. Alors là, c'est dans l'autre sens. C'est pour vous montrer que en fait, chaque cancer n'est pas touché de la même façon par ces facteurs de risque. Donc à gauche, vous avez chez les hommes, en gros, le cancer le plus fréquent, la prostate, qui est en gris là-haut, qui représente plus de 60 000 cas par an. Et en gris, c'est quand on ne sait pas du tout quels sont les facteurs, enfin qu'il n'y a aucun facteur de risque potentiellement évitable. De toute façon, on connaît très peu les facteurs de risque du cancer de la prostate qui soient évitables ou pas. Pour le cancer du poumon en deuxième ligne chez l'homme, on voit en revanche qu'en violet, presque tous les cancers du poumon sont liés à des facteurs de risque potentiellement évitables. Et on verra après lesquels. Alors, en grande majorité, le tabac, bien sûr. Les cancers du côlon rectum, 50% seraient liés à des facteurs de risque évitables. Les cancers de la vessie, un peu moins. Les cancers des voies aérodigestives supérieures, donc c'est la bouche et tout ce qui est ORL, il y a presque 90% des cancers qui seraient liés à des facteurs évitables. Et voilà, ainsi de suite. Et chez la femme, pour reprendre les cancers les plus fréquents, pour le cancer du sein, on voit que plus de 30% seraient liés à des facteurs potentiellement évitables. Voilà. Après le côlon rectum, le poumon, ce sont des facteurs à peu près équivalents. Donc, en ce qui concerne, on va vous parler de ce qui est possible de faire, mais auparavant, donc, on va aborder la part évitable, parce que ça dépend de la localisation des cancers et ça dépend des facteurs de risque. Et donc, les facteurs de risque les plus fréquents mis en cause, retrouvés en lien avec ces cancers, c'est donc l'alcool, l'alimentation, l'excès pondéral et l'activité physique. On se concentre donc sur ces facteurs de risque parce que c'est les plus importants qui viennent après le tabagisme, mais qui s'y ajoutent, voire qui se démultiplient parce qu'ils interagissent l'un avec l'autre et pas pour se diminuer. On sait que les modalités d'intervention sont notamment développer les compétences psychosociales des gens. On trouve ça sur plein de situations de santé. Je pense par exemple aux addictions, aux comportements alimentaires chez les diabétiques, enfin bref. Et donc les compétences psychosociales, c'est très important. Et alors il se trouve qu'à la Ligue contre le cancer, on développe une activité, des actions qui sont globales. On ne fait pas uniquement une action sur la nutrition, uniquement sur le soin, uniquement sur d'autres choses. En général, c'est une approche globale. Voilà, donc c'est une caractéristique, et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font comme ça. Donc on va quand même subdiviser par facteurs de risque. Donc le premier, c'est l'alcool, dans les facteurs nutritionnels. Et donc on sait que même si la consommation d'alcool fait partie de l'alimentation, il est quand même étudié séparément parce que sa toxicité est particulière et son impact est quand même important. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle la morbidité, c'est-à-dire le nombre de maladies ou de troubles, soit de santé, soit de comportement d'ailleurs, dépasse largement le problème des cancers. Et qu'au total, ces informations sont destinées à mieux comprendre chaque élément, mais voilà. Oui, moi j'ai la lourde tâche de vous abreuver de chiffres. Vous avez l'air sortir la tête comme ça. Mais c'est vrai que c'est à partir de la connaissance qu'on peut mieux orienter après les actions de prévention. Donc l'alcool, la consommation d'alcool entraîne un risque croissant sans seuil de consommation. Et il est donc impliqué dans 8% des nouveaux diagnostics de cancer, comme on l'a vu précédemment. Alors, dans quel type de cancer ? Eh bien, les cancers qui sont le plus impactés en proportion, ce sont les cancers de la cavité buccale et du pharynx. Je ne sais pas si on voit la gauche. Donc 55% de ces cancers seraient évitables en l'absence de consommation d'alcool.
58% pour les cancers de l'œsophage et 48% pour les cancers du foie. Ça, ce sont les proportions les plus élevées. En revanche, en nombre de cas, parce qu'à gauche, vous avez les proportions de cancers potentiellement évitables, et à droite, vous avez le nombre de cas potentiellement évitables. Et comme le cancer du côlon rectum est beaucoup plus fréquent que les autres cancers reçus, même si seulement 16% des cancers du côlon rectum seraient évitables par aucune consommation d'alcool, ça représente quand même presque 7000 cancers. Et pour les cancers du sein, pareil, ça représente presque 8000 cancers. Il y a quand même donc 15% des cancers du sein qui seraient liés à l'alcool. Donc ça, c'est un chiffre qu'on n'a pas souvent en tête sur le cancer du sein. On ne pense pas souvent à l'alcool comme facteur de risque pour ce cancer. Donc, ce qui a été calculé, c'est qu'il y a donc environ 41 000 décès annuels attribuables à l'alcool, donc une proportion plus importante chez les hommes que chez les femmes, comme vous le voyez. Mais donc il y a un caractère cancérigène tout à fait certain, il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc c'est responsable, vous voyez, de 9,5% des décès annuels par cancer, soit environ 16 000 décès. Et donc ça a été dit et redit, ça a été republié cette année dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire qui est paru en février 2019, publié par Santé publique France. Alors, ça c'est quand même mieux, hein. Je sais pas, vous nous entendez toutes bien là? Oui. Bon. Donc, les recommandations. On va commencer à aborder le lien entre le facteur de risque et les recommandations qu'on peut proposer, qui sont proposées par différentes instances. Ce qu'on a pris, c'est des recommandations validées. Donc, diminuer la consommation de boissons alcoolisées. Et les recommandations les plus récentes qui ont été publiées en 2018 et puis renouvelées en 2019, c'est s'appuyant sur le fait qu'il n'y a pas de seuil, c'est-à-dire que dès le premier verre, le risque de cancer augmente et que, bon, on l'a dit tout à l'heure, donc il y a une synergie entre notamment tabac-alcool et démultiplication du risque. Et puis vous êtes au courant là du fait qu'un verre standard d'alcool, quel que soit l'alcool, vin, bière, nanana, c'est 10 grammes d'alcool pur. Et que ce qui compte, je crois que Mme Buzyn l'avait dit récemment, notamment quand le président de la République avait dit qu'il buvait du vin, et que c'était pas si mal que ça. Non, c'est tout l'alcool, c'est l'alcool, là il n'y a pas 36 solutions, et il se retrouve, c'est l'éthanol qu'on retrouve dans toutes les substances alcoolisées. Donc les recommandations les plus récentes, Santé publique France, INCAP, Institut national du cancer, etc., c'est pas plus de 10 verres par semaine, pas plus de 2 verres par jour, au moins 2 jours par semaine sans consommation du tout. Donc pour calmer votre soif, ne pas boire d'alcool. Et en cas de consommation d'alcool, faire en sorte d'alterner alcool et boissons non alcoolisées. Et puis, c'est pas nouveau, mais donc les enfants et les femmes enceintes ne doivent pas consommer du tout de boissons alcoolisées. Ça, c'est les recommandations les plus récentes. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui est important, c'est... d'ailleurs, on trouve la même chose au niveau de l'activité physique. Ce qui est important, c'est la fréquence de l'administration. Alors, autant l'activité physique, on en reparlera, c'est important d'en faire régulièrement, même si ce n'est pas avec une intensité extraordinaire. Mais l'alcool, là, c'est ne pas en consommer régulièrement, ça, c'est vraiment majeur. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a environ 10 000 décès par cancer, mais il y a quand même pratiquement 9 000 par cirrhose du foie, liée à l'alcool, tout ça, et 3 000 décès par psychose et autres troubles liés à la dépendance alcoolique, et 2 200 décès par accident de la route. Donc vous voyez, au total, et là on parle que de la mortalité. La morbidité, c'est bien plus important. Donc voilà. On sait qu'il y a... Les recommandations sont les mêmes pour les hommes et les femmes ? Les femmes étant plus vulnérables, parce que c'est une question de masse graisseuse versus masse musculaire, etc. Et puis globalement, un poids plutôt inférieur chez les femmes. Pour les femmes, les recommandations de restriction, enfin de diminution sont plus marquées.
Ah bah, de toute façon, voilà, le problème c'est que déjà arriver à pas dépasser 2 verres par jour, c'est-à-dire qu'on pourrait considérer que 2 verres et demi, voire 3, chez un grand homme costaud qui fait 90 kilos serait peut-être tolérable, mais en tout cas jamais plus de 2 chez la femme. Donc c'est ça les notions qu'on a. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est difficile de quantifier à ce point-là. Bon, on va pas reparler trop de l'alcool là, mais enfin, c'est complexe. Bon, par contre, il existe quand même des facteurs protecteurs, notamment les folates, qui diminueraient le risque de cancer du pancréas, et qu'on va retrouver dans les légumes à feuilles vertes, les légumineuses, les abats, etc. Donc, voilà. Rappelez-vous aussi que l'alcool, accessoirement, est très calorique, et qu'il renforce le surpoids. Alors je ne vais pas résister non plus à vous faire cette intervention, parce que quand les gens sont en difficulté avec leur consommation d'alcool, et dans la région il y en a un certain nombre, même s'il y a, si c'est un peu minimisé par la population et même par les professionnels de santé, il n'empêche qu'il y a des actions de prévention à faire en cas de consommation excessive. Si les gens estiment et expriment le besoin d'une aide pour limiter ou arrêter leur consommation d'alcool, ben, il faut en parler avec son médecin traitant si on recueille une écoute attentive et adaptée. Sinon, aller se présenter, avoir un entretien dans un centre d'addictologie avec SAPA, qui peut proposer un soutien ou un suivi individuel. Et puis sinon, il y a toujours la ligne alcool info service qui peut aider et orienter. Et il y a des groupes d'entraide, dont les alcooliques anonymes, Croix Bleue, Vie Libre et autres, qui restent des éléments forts. Tout ça, c'est en cas de consommation excessive, identifiée, caractérisée ou exprimée. Et ça peut être identifié, pas forcément par la personne, mais de toute façon, la personne, vous ne pourrez jamais faire sans elle. C'est pas possible de lui imposer. Alors, quel facteur de risque pour quel cancer? Là, on va aborder l'alimentation. Donc, toujours à partir du rapport produit par le CIRC l'année dernière, le CIRC, dans ses facteurs de risque étudiés, avait bien inclus l'alimentation, et même il l'a découpé en petits morceaux, en séparant d'une part les facteurs qui sont connus pour augmenter le risque de cancer, donc les viandes rouges, les charcuteries, sel, les aliments salés et supplémentation excessive en bêta-carotène. Donc ils ont détaillé surtout la viande transformée qui induirait donc potentiellement 1,3% de cancer potentiellement évitable. La viande rouge, ils ont considéré, donc viande transformée, ils ont considéré aucune consommation versus une consommation. Pour la viande rouge, ils ont considéré comme non optimale une consommation de plus de 300 grammes par semaine. Ensuite, de l'autre versant, ils ont étudié les facteurs de risque, on appelle toujours facteurs de risque, hein, mais qui diminuent le risque de cancer, que sont les fruits et légumes, les fibres alimentaires, les produits laitiers, l'activité, ils ont mis l'activité physique avec. Et donc, pour cette étude, contrairement aux acteurs de prévention qui considèrent toujours plutôt le message positif en disant manger plus de fruits, c'est bénéfique pour la santé, le CIRC, lui, prend dans l'autre sens et il regarde les cancers potentiellement évitables si vous ne mangez pas assez de fruits. Donc il a considéré qu'une alimentation non optimale était de moins de 300 grammes par jour pour les fruits, moins de 300 grammes par jour pour les légumes, moins de 25 grammes par jour pour les fibres et moins de 2 portions de produits laitiers par jour. Et donc en face, vous avez ici sur la diapositive la proportion de cancers qui serait potentiellement évitable avec ces facteurs. Et vous voyez qu'il y a eu une petite évolution parce que jusqu'au PNNS 2, je crois qu'on disait 3 produits laitiers par jour. Maintenant, ils sont revenus à plutôt 2. Et donc, vous rappelez aussi ce matin, je crois que c'était ce matin qu'on nous a dit que la recommandation pour les personnes, notamment en dénutrition, c'est 600 grammes de fruits ou légumes par jour. C'est ça. Et là, ils ont découpé en deux. En fait. Ils sont partis de 600 grammes de fruits ou légumes et ils ont dit que ça fait 300 grammes de fruits et 300 grammes de légumes. Et donc voilà, alors ça donne différents types de cancers.
Si vous regardez juste un peu globalement, on voit quand même que c'est le cancer du côlon rectum qui sort le plus souvent sur cette diapositive. Donc les viandes rouges, mais avec des petits pourcentages à chaque fois finalement. Voilà, les viandes rouges permettraient une diminution des cancers du côlon rectum et des cancers du pancréas s'ils étaient moins consommés. Le moins de consommation de viande transformée permettrait potentiellement d'éviter 11% des cancers de l'estomac, ce qui représente finalement un petit chiffre, mais bon, c'est toujours 500 cancers quand même par an. 10% des cancers du côlon rectum, là ça commence à être un petit peu plus important. Une consommation optimale de fruits permettrait d'éviter 10% des cancers du poumon. Alors là, on voit que on ne parle pas du tabac, là, on parle bien des fruits. Les légumes agiraient plus sur les cancers de la cavité orale pharynx. Les fibres sur le côlon rectum et sur les cancers du sein. Et puis les produits laitiers plus sur les cancers du côlon rectum. Vous voyez qu'en fait, c'est pas si facile. Chaque facteur n'a pas un effet sur n'importe quel type de cancer. Donc, ce qu'il faut retenir, ça a déjà été dit au fur et à mesure de la journée, etc., c'est que l'idéal, c'est d'avoir une alimentation plutôt équilibrée, variée. Il n'y a pas une recommandation plus majeure et d'oublier le reste. Donc ce qu'il faut, c'est donc augmenter la consommation de fruits et légumes, de légumineuses, de céréales et d'aliments plutôt complets, parce qu'il y a des micronutriments, des vitamines, des minéraux, voilà. Les fibres pour différentes raisons, notamment pour favoriser un bon transit. Et les fibres et le sein, c'est pas le transit. Essayer d'avoir des aliments à faible apport énergétique et un effet rassasiant pour mieux aider à réguler le poids. Donc notamment, en clair, pas un McDo à avaler en 10 minutes avec une dose calorique énorme et en très peu de temps, c'est pas souhaitable. Donc en pratique, il faut aussi, les recommandations, c'est aussi de favoriser ce qui est fait maison, cuisiner, etc. Entre autres parce que justement on prend le temps et puis que souvent on peut penser qu'il y a des ingrédients plutôt favorables. Consommer donc le maximum possible de fruits et dont les fruits à coque non salés, ça aussi c'est plus récent comme introduction, comme recommandation. Et les légumes, sans oublier les légumes secs. Et alors les légumes c'est toujours pareil, hein, c'est frais ou cuits, surgelés ou en conserve, nature ou accommodé. Il est recommandé le plus possible de consommer les fruits de saison, les légumes de saison. Voilà, donc au moins 5 portions par jour réparties comme vous voulez. De privilégier la consommation, donc les légumes et puis les céréales complètes. Voilà, et j'ai gardé 3 produits. Donc c'est 2 produits laitiers par jour et en alternant, en changeant de produits laitiers si c'est possible. On est toujours dans la prévention primaire, hein, l'éducation à la santé. Et donc voilà, il faut ne pas oublier de s'appuyer sur les PNNS successifs et sur le Nutri-Score qui est de plus en plus diffusé. Je ne sais pas si vous avez lu là que ça y est, l'Allemagne vient de l'adopter. Et que voilà, à chaque repas, tout ça, en modulant, mais en modulant pas, il ne faut pas être obsessionnel sur la journée. Il faut moduler aussi sur la semaine, avoir un équilibre de vie tout court. Et puis ça aussi, ça se module en fonction de l'individu. On va retrouver homme, femme, grand, petit, gros, pas gros, jeune, vieux, etc. Et puis selon l'activité physique aussi, selon ce que font les gens. Selon si on est très sédentaire, on a moins besoin d'énergie, d'apport que si on est un grand sportif. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la cuisson altère une partie des constituants protecteurs, et par contre, certains micro-constituants sont plus biodisponibles quand ils sont cuits. Donc là encore, il faut nuancer. Voilà, toujours ce que on vous a dit tout à l'heure, que les folates diminueraient le risque de cancer du pancréas. Voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Alors, oui, donc oui, c'est ça, encore, vas-y. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe pas de régime miracle. Ça vous a été dit ce matin, donc il n'y a aucun régime qui a apporté la moindre preuve
qu'il avait un effet bénéfique. Et alors, il y a eu une session spéciale aussi tout à l'heure, mais aucun bénéfice, ni effet délétère d'ailleurs en prévention primaire chez la population. Et en revanche, notamment certains régimes là par contre ont un effet délétère chez les personnes malades. Donc attention aux idées reçues, fake news et autres modes qui traînent partout. Donc il y a certains aliments protecteurs, d'autres aliments à risque. Et donc toujours pareil, privilégier les bonnes habitudes alimentaires, l'activité physique régulière, on va y revenir après. Alors autre chose là, c'est que sauf cas particulier, mais vraiment très particulier, la notion de complément alimentaire doit être réservée aux personnes soit en dénutrition, mais on va retrouver plutôt chez des gens malades en général, malades et en traitement, quelle que soit la maladie d'ailleurs, il n'y a pas que les cancers, mais voilà. Donc là pareil, quel facteur pour quel cancer? On va parler d'excès pondéral et surpoids. C'est à la fois le surpoids et l'obésité, donc le CIRC a considéré en fait créer une courbe de répartition du poids avec un poids moyen à 22, donc ce serait une répartition théorique idéale, et il a regardé quel était le décalage par rapport à la répartition réelle en France, et à partir de là, ils ont conclu que environ 5% des cancers seraient potentiellement évitables si on avait une courbe de poids en France comme la courbe théorique avec une moyenne à 22. Donc je ne sais pas si j'ai pas défini l'IMC, alors c'est l'indice de masse corporelle qui est calculé en poids en kilos sur taille au carré en mètres et qui donne effectivement une idée du surpoids de chaque personne. Alors dans quoi est impliqué l'excès pondéral? Dans tout un tas de cancers en fait, mais des cancers pas les plus fréquents, sauf le cancer du côlon rectum à nouveau, puisqu'on estime qu'il y a environ 4400 cancers qui seraient évitables si la population française avait une masse pondérale idéale. 17% des cancers du foie quand même, 10% des cancers du pancréas et 34% des cancers du corps de l'utérus qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent, et 22% des cancers du rein. Et à nouveau, 8% des cancers du sein, donc 4000 cancers du sein, essentiellement les cancers du sein après la ménopause qui sont liés à l'obésité chez la femme. Donc les recommandations, c'est maintenir un poids corporel stable tout au long de la vie. Bon, sachant qu'il y a quand même un minimum d'évolution entre quelqu'un de 20 ans et quelqu'un de 40, puis 60, puis 80, hein, donc pas exagérer, personne ne peut rester complètement le même tout au long de la vie, mais enfin bon, maintenir et veiller, là on vous a mis une photo de quelqu'un qui se mesure le périmètre ombilical, bon, il suffit de regarder si vous perdez vos jupes ou votre pantalon, ça va marcher pareil. Mais enfin bon, ce matin il nous a bien été dit qu'il faut aussi mesurer vraiment le poids, c'est quand même pas négligeable, parce que la taille c'est compliqué, parce qu'avec l'âge et les gens qui se voûtent, pour diverses raisons, à un moment donné, ça modifie, ça biaise la mesure de l'IMC. Et bon, donc la relation avec le cancer, vous voyez, il y a une relation entre l'excès de graisse et l'équilibre hormonal de l'organisme, et on pense que c'est ça qui est inducteur de cancérogénèse. Et parce que notamment les cellules adipeuses libèrent des hormones qui elles-mêmes augmentent le risque de certains cancers, et ça c'est notamment le cas des oestrogènes. Donc en pratique, activité physique quotidienne. Alors ça, là on revient à ce qu'on dit, c'est-à-dire au moins 30 minutes par jour, on va y revenir après parce qu'on a encore l'activité physique, mais au moins 30 minutes par jour, en plusieurs tranches si vous n'arrivez pas à le faire en une demi-heure d'affilée. Ça marche aussi. Et bouger toutes les 2 heures, là on va y revenir parce que c'est lutter contre la sédentarité. Vous pouvez faire un footing de temps en temps, mais si vous êtes devant un écran de télé, vous êtes quand même sédentaire. Manger, équilibrer, varier, faire attention à la taille des portions, et quand, bon, je pense que toutes les personnes qui font de la nutrition ici le savent,
Si vraiment on n'arrive pas à dire aux gens diminuer la quantité d'aliments, vous leur dites de passer aux petites assiettes, aux petites tasses, aux petits bols, aux petites cuillères. Et à ce moment-là, petit à petit, grâce à un temps de pratique, ça peut aider. Voilà. Vous avez mis l'IMC, mais vous connaissez tous, je pense. Et donc le dernier facteur qui est l'activité physique, donc, qui est effectivement, ils ont pris comme facteur de risque le fait d'avoir moins de 30 minutes d'activité par jour. Et ils ont calculé qu'un peu moins de 1% des nouveaux diagnostics de cancer pourraient être évités si tout le monde pratiquait au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Et là, par contre, il y a un peu moins de cancers qui seraient directement impliqués. On voit les cancers du côlon rectum, les cancers du sein. Voilà, 3%, c'est quand même 600 cancers par an. Et puis les cancers de l'utérus un petit peu aussi. Mais bien sûr, on l'a déjà dit, mais vous voyez bien que tout est lié. Voilà, l'activité physique et l'alimentation, le surpoids, tout ça, c'est quand même très lié. Et ça, ils n'ont pas pu vraiment calculer. Alors, tout à l'heure, vous aviez demandé s'il y avait une différence homme-femme. Et en tout cas, les recommandations d'activité physique chez les enfants, c'est le double. C'est au moins 60 minutes par jour. Donc, quand même. Et puis sinon, l'activité physique quotidienne, ça peut être à la maison en faisant le ménage, en jardinant, en faisant des étirements. Enfin, ça dépend de l'état de santé des gens et leur état articulaire, etc. Et leur âge, donc, souvent. Au travail, ou ici, vous avez vu, là, grâce aux acteurs de ce matin, là, tout le monde a pris l'escalier au lieu de prendre l'escalator. Donc profitez de votre pause déjeuner pour faire une petite marche, le week-end avec qui vous voulez, balade à pied, à vélo, jeu d'extérieur avec les enfants, aller à la piscine, danser, se promener ou promener son chien, etc., etc. Et lors des trajets quotidiens, si vous pouvez avoir les transports actifs, c'est-à-dire à pied ou en vélo, c'est parfait. Et sinon, si vous prenez les transports en commun, descendre volontiers une station avant ou après, histoire de vous dire en plus que vous avez raté le coche. Mais bon, voilà, c'est des recommandations qui restent valables, qui sont valables pour tout le monde, mais particulièrement en prévention des cancers. Donc là, c'est juste pour rappeler que l'activité physique les recommandations sur l'activité physique versus la sédentarité notamment, ce sont deux types de recommandations qui sont distinctes. Il faut pas faire on ne peut pas résumer, éliminer la notion de sédentarité parce que des gens feraient un footing par semaine. Non, ce sont deux choses différentes. Et ça vise à inciter les personnes, d'une part, à faire davantage d'activité physique, notamment quotidienne, et d'autre part, à réduire le temps passé assis dans la journée, quelle que soit la situation. Parce que donc, on peut être actif et en même temps être sédentaire. Alors, vous avez peut-être, en parallèle à nous aujourd'hui, il y a une session sur l'activité physique adaptée. Il n'empêche qu'en matière de cancer, l'activité physique adaptée est une notion qui est de plus en plus développée, qui a fait l'objet de travaux scientifiques publiés et qui montre son intérêt. Donc, ça fait partie du panier de soins, de support. Ça fait pas mal d'années que l'INCa avait développé ce concept et ça a été enrichi avec l'APA depuis 3 ans, je crois. Et sinon, maintenant, ça s'intègre dans le dispositif plus large de sport sur ordonnance ou sport santé qui est destiné à toutes les personnes en ALD, affection longue durée, parce que du coup, on retrouve le diabète, les cardiopathies, les problèmes respiratoires, etc. Donc, en Pays de Loire, en partenariat avec le Conseil régional, le Comité régional olympique, tout un tas d'intervenants, et la SRAE, il y a une possibilité de prescription d'une activité physique adaptée. En fait, il y a une instruction ministérielle qui a été publiée en 2017, sauf que les outils hyper précis, eux par contre, ils ne sont toujours pas mis au point et publiés. Donc je vous dis ça, mais ils ne sont pas tout à fait disponibles.
Et alors il faut qu'il y ait une évaluation de l'état clinique des personnes, parce que selon leur état et leurs besoins, il faut que l'activité soit vraiment adaptée à eux. C'est personnalisé, donc il faut déterminer le profil fonctionnel du patient, et il y aura du coup à terme un formulaire spécifique à remplir. Donc Monsieur Rivière là, de l'ARS ce matin a bien dit que non, ce sera pas, pour l'instant c'est pas pris en charge par l'assurance maladie. En revanche, le dispositif avec le diagnostic, les maisons, sport santé, etc., lui, il est pris il sera, à partir de 2020 plutôt, en Pays de la Loire, pris en charge, financé par les fonds qui sont communs là, à la DRJ, SCS et l'ARS. Et donc, bon, ça s'appuiera sur des professionnels de santé. Il y a une liste de types de professionnels et de compétences requises, de sorte que les personnes en question soient habilitées à dispenser les séances d'activité physique adaptée prescrites dans ce cadre-là. Et donc la liste des interventions sont dans des domaines préférentiels selon le métier. Et ce qu'on m'a dit de vous dire, c'est qu'actuellement, si vous avez un besoin, si vous avez des patients, s'il y a des questions, il faut vous adresser au secrétariat de la SRAE qui va pouvoir vous apporter les éléments utiles. Alors, la Ligue contre le cancer, on nous a demandé de vous parler d'exemples de ce qui est fait. Donc vous avez peut-être vu pour certains ce qui est fait en matière de nutrition et de proposition, les 4 axes de proposition là, dans les espaces Ligue et puis les soins Proxy Ligue dans le département Loire-Atlantique. Sinon, par ailleurs, en prévention plutôt primaire, dans le cadre du projet CLSA de Nantes, et de la ville de Nantes, il existe des cafés des parents. Alors c'est fait en partenariat avec des écoles, la ville de Nantes, la santé scolaire. Son objectif de cette action, ces cafés des parents faits régulièrement, c'est de permettre aux parents de trouver une écoute et des éléments de réponse à leurs questionnements vis-à-vis de la nutrition de leurs enfants, d'aider les parents à faire des choix pour augmenter l'activité physique, améliorer l'alimentation de leurs enfants, conformément aux repères du PNNS, valoriser, accompagner, soutenir les parents dans leur rôle d'éducateur en compagnie de professionnels, favoriser les échanges d'expériences, le lien social et la solidarité entre parents notamment. Les thématiques qui ont été développées jusqu'à présent dans ces cafés des parents, c'est plutôt les petits déjeuners et goûters. Et d'ailleurs, vous êtes peut-être passé au stand de la Ligue, là, au rez-de-chaussée, et vous aurez vu des petits supports, des petits flyers, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, qui vous donnent des indications très précises, très, très opérationnelles sur les recommandations pour ces petits déjeuners et goûters. Voilà. Et puis sinon, il y a aussi des recommandations sur les écrans et la sédentarité. J'ai oublié quelque chose? Non? C'est bon, Aurélie? Et puis sinon, il y a une autre action qui est développée en partenariat, parce que, hein, on l'a dit et redit, c'est toujours partenarial, tout ça. Il n'y a personne qui peut rien faire tout seul dans son coin. Hein. Et donc, il y a une autre action dans le cadre du projet CLS avec la ville de Nantes. Ça s'appelle le défi santé, manger mieux, bouger plus, en partenariat avec le dispositif Sport pour tous, la ville de Nantes, l'assurance maladie, un CCAS, des associations locales. L'objectif, c'est de permettre à des personnes de se fixer des objectifs individuels réalisables, atteignables, en matière d'augmentation de leur activité physique et d'amélioration de leur alimentation. Les encourager par le biais du défi collectif avec un suivi sur 1 mois pour aller progressivement vers plus d'autonomie, aider les participants à prendre conscience de leur activité physique et à réduire la sédentarité, de eux et éventuellement de leurs enfants, permettre de découvrir des recettes faciles, équilibrées et peu onéreuses à base de fruits et légumes de saison ou de pain rassis. J'ai testé, on peut arriver à faire des gnocchis avec du pain rassis, et bien finalement c'est pas si mal que ça. Et alors là, c'est le moins qu'on peut dire, c'est que ça coûte pas très cher. Vous jetez votre pain sec, vous en faites quelque chose. Vous verrez, il y a un clap santé de la Ligue où il y a la recette. Et puis bon, ces défis santé permettent aussi d'aborder quand même, à un moment donné, la thématique de l'alcool, de la consommation d'alcool, parce que c'est comme pour toutes les actions. Quand vous faites un stand quelque part en disant « Oh, cancer »,
prévention du cancer ou prévention de l'alcool ou du tabac, ça attire pas forcément les foules. Donc il faut trouver des leviers pour échanger et du coup pouvoir aborder dans un temps éventuellement second ce qui est susceptible d'aider les gens. Voilà. Alors les séances, par exemple de défi santé, en partenariat, c'est 5 séances. Et chaque séance, c'est 1 heure sur l'alimentation et ensuite 1h30 d'activité physique avec une action d'activité physique. Ce n'est pas uniquement un cours. C'est vraiment montrer des exercices possibles que les gens aiment faire, qui leur sont accessibles. Et l'objectif, c'est que c'est une sorte de starter. C'est d'amener les gens ensuite à revenir vers ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire la vraie vie normale dans la ville, dans la cité. D'ailleurs, tout à l'heure, oui, pour les écoles, là, les thématiques petit déjeuner, goûter, etc., ça s'est développé déjà actuellement sur Nantes, sur 3 écoles. Et selon le programme et les thèmes abordés, et puis la disponibilité des parents, il y a des groupes qui peuvent aller jusqu'à 15 personnes, 15 parents à chaque fois. Voilà. Donc, oui, donc c'est pareil, tout le monde n'est peut-être pas venu à l'atelier de tout à l'heure, de ce matin, sur nutrition et cancer chez les personnes plutôt malades. Et donc la Ligue développe, soit dans les espaces Ligue, des soins de support, enfin propose gratuitement aux personnes qui sont concernées, peuvent en avoir besoin et en font la demande, propose des actions inscrites dans les soins de support en cancérologie. Alors c'est dispensé par des professionnels formés, etc., avec un certain nombre de critères et de nombre de séances. Et donc il y a notamment des actions d'activité physique adaptée qui peuvent être soit dans les espaces Ligue, soit il y a à d'autres endroits. On demande aux gens, si possible, d'y participer pendant une durée minimum de 6 mois. Et c'est destiné à leur réapprendre à mieux vivre avec un corps qui, hélas, est quand même mis à rude épreuve à cause de la maladie et des traitements. Retrouver du plaisir, des sensations, améliorer leur image corporelle, aider à diminuer la fatigue, parce que c'est un fait qu'on retrouve partout, l'expression par les malades de cette fatigue qui dure même après la phase des soins aigus, même quand médicalement ça pourrait paraître, la maladie pourrait paraître entre guillemets en rémission. Il n'empêche que la majorité du temps, les malades expriment toujours cette perception de fatigue. Et le fait de pratiquer de l'activité physique, et notamment l'activité physique adaptée, l'APA, il a été démontré un bienfait sur cette facette-là aussi. Dans les espaces Ligue, selon l'équipement, ils peuvent faire de la gymnastique en salle, de la piscine, de la marche. Il peut y avoir différents trucs. Il y a certains, en Loire-Atlantique, c'est ça, il y a d'autres régions de France où ils font des arts martiaux. Mais ça peut sinon être du yoga, hein, pour les gens, selon leur état et leurs souhaits. Et puis sinon, il y a les ateliers diététiques. Donc la Ligue en propose une série de 3 à 1 mois d'intervalle en moyenne, destinés à prendre en charge, toujours pareil, les problèmes de nutrition liés au cancer et ou à ces traitements. Parce que, pareil, ça diminue la fatigue, ça maintient son poids, ça permet de mieux supporter la maladie et ses traitements, ça permet de retrouver du plaisir, de rassurer les personnes, les aider à se resituer dans cet environnement, on va dire, anxiogène. Voilà. Donc, si on veut faire le bilan des connaissances sur l'impact des facteurs nutritionnels sur la survenue de cancer, on voit que ces facteurs nutritionnels sont quand même le 2e facteur évitable le plus important après le tabac. Donc c'est quand même excessivement important. Et donc je vous ai beaucoup détaillé notamment l'effet de l'alcool parce qu'il est particulier, mais c'est vrai que tout est combiné. Et donc tout combiné, on pourrait éviter potentiellement 62 000 cancers par an en France, 16% des cancers chez l'homme et 20% des cancers chez la femme. Et donc en particulier, les cancers les plus souvent concernés, c'est les cancers du côlon rectum, du sein, les cancers de la sphère orale ORL et les cancers du foie. Je ne vous montrerai pas le tableau là, qui résume les chiffres à côté.
Et donc pour en revenir à la région Pays de la Loire, vous avez sur cette diapositive, donc là c'est une version vraiment cancer, hein, l'incidence de différents cancers chez l'homme et chez la femme par ordre de fréquence décroissante. Et donc chez l'homme à gauche, les cancers de la prostate qui sont les plus fréquents, et il y a une petite flèche verte qui vous indique quand l'incidence de ce cancer est plus importante dans la région par rapport à la moyenne française. Donc on voit qu'on a un excès de cancer de la prostate dans la région. Alors, en l'occurrence, les cancers de la prostate ne sont pas vraiment concernés ici par les facteurs nutritionnels. Ensuite, on voit qu'on a un excès, petit excès de cancer colorectal, un excès de cancer surtout des voies ORL. Alors, vous ne voyez pas très bien, mais je vous le dis. On a un excès de cancer des lymphomes. Enfin, des lymphomes, pas des cancers. Un excès de cancer du foie, très important. Et un excès de cancer de l'œsophage. Et chez la femme, en fait, on n'a pas d'excès de cancer particulier, quel que soit le cancer, par rapport à la moyenne française. Et en revanche, on a chez l'homme et chez la femme une fréquence moindre des cancers du poumon par rapport à la moyenne française. Et ça s'explique parce que les habitants des Pays de la Loire, en fait, historiquement, fumaient moins que le reste de la France. Même si c'est un petit peu moins vrai maintenant, puisqu'on a tendance à rattraper la proportion de fumeurs du reste de la France. Mais c'était un avantage historique dans la région. Et vous voyez, les cancers de la vessie aussi ont tendance à être un peu moins fréquents, et les cancers de la vessie sont très liés à la consommation de tabac. Voilà. Et par contre, si on atteint des consommations de tabac identiques à celle de la France, tout en conservant la consommation d'alcool qui, elle, est largement supérieure, là, on va avoir des excès d'incidence pour tous ces cancers-là qui sont limités, enfin, pour certains cancers, pardon, qui seront encore plus importants. Alors là, c'est mieux illustré peut-être que par des chiffres. Vous avez la carte carrément de la fréquence des cancers en excès dans les différents départements. Et donc quand c'est rouge, c'est en excès, voilà, c'est facile. À gauche, vous avez les cancers de la cavité orale et du pharynx. Donc vous voyez, la Loire-Atlantique est quand même très mal classée, comme la Bretagne et le nord de la France. Je crois de mémoire dire que c'est les hommes ont la deuxième fréquence, la plus grande fréquence de cancer, de ces cancers de la région. Ensuite, les cancers de l'œsophage, c'est un peu pareil. Et puis les cancers du foie, c'est j'allais dire un peu pareil, c'est quand même Loire-Atlantique, Vendée, un tout petit peu la Bretagne. C'est vraiment énorme et c'est beaucoup la consommation d'alcool. Alors c'est vrai qu'on nous dit toujours il ne faut pas parler de consommation d'alcool, ça stigmatise, etc. Enfin, en l'occurrence, sans doute que quand on fait des actions de prévention, il ne faut pas le présenter comme ça. Mais pour la connaissance, c'est quand même très nettement la consommation d'alcool qui induit des excès de cancer dans notre région. Et maintenant, ici, vous avez les cancers du côlon rectum, à gauche, pour lequel il y a un petit excès très modéré en Loire-Atlantique. C'est à peine visible, finalement, bien Vendée, un petit peu plus en Vendée, d'ailleurs. Et puis les cancers du sein à droite, où on ne voit pas d'excès particulier. D'ailleurs, la France est relativement homogène pour ce qui est de la fréquence des cancers du sein sur les différents départements. Voilà, donc je ne vous ai pas montré les autres cancers qui sont en excès dans la région, mais qui ne sont pas liés aux facteurs nutritionnels. Donc bien sûr, c'est important de savoir quels cancers sont plus fréquents sur notre région, parce que comme ça, on sait que c'est lié à l'alcool. On n'a pas de consommation d'alcool, on n'a pas de notion de consommation d'alcool dans la région par rapport au reste de la France. Et donc ça permet quand même de mieux cibler les interventions. Et dernière chose que je voulais évoquer, alors c'est juste une diapositive, mais je trouve que c'est important à signaler quand même. Il y a aussi des disparités socio-économiques et les facteurs nutritionnels notamment sont source d'inégalités sociales en matière de survenue des cancers particulièrement, puisque, alors je ne sais pas si ce schéma est très facile à comprendre, mais à gauche vous avez donc les cancers de la bouche et du pharynx, et le niveau de risque de base c'est 1. C'est 1 pour toute la population, et là on a regardé quel était l'excès des personnes de cancer des personnes défavorisées par rapport aux personnes les plus favorisées.
en 5 classes. Donc les moins favorisés ont 2 fois plus de risques de faire un cancer de la bouche et du pharynx que les personnes les plus favorisées. Ils ont 1,5 fois plus de risque de faire un cancer de l'œsophage, ils ont 1,2 fois plus de risque de faire un cancer du foie ou de l'estomac, je suis très en face. Voilà. Et inversement d'ailleurs, au bout, vous voyez que les personnes les plus favorisées ont plus de risques de faire un mélanome ou d'avoir un cancer de la prostate que les personnes les moins favorisées. Donc les disparités sont un peu dans les deux sens, mais les cancers qui induisent le plus de disparités sont des cancers qui sont liés aux facteurs nutritionnels. Donc, parmi les cancers dont on n'a pas parlé, mais qui ne sont pas liés aux facteurs nutritionnels, il y a le fameux mélanome, où le Pays de la Loire se distingue, hélas, par ils détiennent le record en France du nombre de mélanomes. Dommage, la médaille, on s'en serait passé. Bon, donc, en conclusion, encore et toujours, le poids majeur des facteurs nutritionnels dans la survenue des cancers, mais on ne l'a pas abordé là, mais les inégalités sociales et de santé marchent dans tous les sens, c'est-à-dire que la survenue est liée aux situations de défavorisation, mais le retard au diagnostic, le type de prise en charge, le pronostic, y compris le pronostic d'ailleurs, quand ça va mieux, de possibilité de reprendre le travail, tout ça c'est négativement corrélé avec la situation de défavorisation. Donc, voilà, il y a ces facteurs nutritionnels qui sont majeurs dans les inégalités de santé. Et puis, donc, on a vu qu'il y avait quelques spécificités régionales, l'alcool, plutôt moins d'obésité que dans le reste de la France, plutôt moins de diabète, et quant à l'activité physique spécifique dans la région, on manque de données pour pouvoir affirmer. Et donc, ce qu'il faut en retenir, c'est toujours pareil, l'importance de la prévention primaire, guidée par la connaissance de la fréquence des cancers, notamment dans la région. Essayer, autant que faire se peut, de prioriser les cancers en surincidence par rapport au reste de la France, et puis surtout les cancers, d'une part les plus fréquents, et puis notamment ceux dont le pronostic est le plus sévère. Donc, 3 conseils, pas de surprise. La prévention des cancers, c'est alimentation, activité physique, poids corporel, le tout étant dans la nutrition. Donc, ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est de montrer que chaque cercle représente un moyen de réduire le risque de cancer et que ce n'est pas un isolé, enfin, ils interagissent et que c'est pour ça que, notamment à la Ligue contre le cancer, on développe des actions globales de façon à bien favoriser le plus d'efficacité possible. Et donc chaque élément est multiplié, enfin, l'impact de chaque élément est multiplié du fait qu'il se superpose. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, bonjour. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, moi, je suis diététicienne dans la région voisine. Donc, merci déjà d'accueillir et d'avoir, à la limite, une unité entre les régions. Quand vous avez suggéré et proposé les recommandations nutritionnelles, il y a 2 petites choses qui m'ont interpellée. La première, c'est lorsque vous avez parlé des fruits, donc de favoriser la consommation de fruits, et entre parenthèses, vous avez mis fruits à coque. Donc ça, c'est ma première question. Moi, j'avais tendance, en tant que diététicienne, à faire évidemment un volet différent. Et la deuxième, au niveau des légumes, donc à la suite de votre message, vous avez mis les légumes secs dans les légumes, en sachant qu'après, vous avez bien distingué les légumes secs, et donc en favorisant les légumineuses. Donc c'est les 2 petits volets qui m'ont interpellée dans votre présentation. Merci. Alors, ça résulte des recommandations les plus récentes. Là, moi,
Nous deux, on est médecins santé publique ou épidémiologistes, on ne sait pas exactement pourquoi les légumineuses et pourquoi les fruits à coque, mais autant l'INCa que Santé publique France ont changé, là avec les dernières publications récentes là, depuis 2018 et 2019, ils ont changé ça. Et c'est pour ça que ça s'ajoute aux produits laitiers un petit peu moins recommandés, un peu moins en quantité. En général, on en fait 4 familles. Il y a la famille des fruits, la famille Oui, des légumes, on la faisait. famille des légumineuses. On faisait. Non, encore, dans les dernières recommandations. Parce que par exemple, les petits pois ont été maintenant rattachés aux légumes verts et plus. Voilà, donc il y a des évolutions. Je ne veux pas dire que c'est une question de mode, mais il y a une évolution dans le fond des recommandations. Et là, j'en sais pas plus. Dans le dernier volet qu'on a reçu la semaine dernière, et maintenant en fait de santé publique, nous avons bien toujours 4 familles d'aliments. Bon, Voilà. très bien. Je préférais que L'essentiel, c'est de diversifier. Non, mais c'est vrai. Et de s'adapter à la saison, au goût des gens, aux habitudes, aux capacités qu'ils ont à cuisiner des produits et à avoir envie de les manger. C'est vrai qu'on peut faire mieux. l'intérêt nutritionnel d'un fruit à coque est totalement différent d'un fruit frais. Ah oui, oui, oui. C'est totalement Non, différent. non, mais on n'est pas en train de dire qu'il faut qu'ils mangent 1 kilo de noisettes par jour. Hein. C'est pas des écureuils. Excusez-moi. Par contre, je pense que dans le rapport du cirque, c'était bien les légumes et les fruits frais. Je pense pas que- voilà. Mais c'est vrai que entre le rapport du cirque qui a pris certaines définitions et les dernières recommandations de l'INCa, c'est vrai que je n'ai pas d'explication. Ou alors est-ce que c'est des recommandations grand public qui seraient un peu différentes des recommandations pour les professionnels pour simplifier le message? Je ne sais pas. Des autres questions? Oui. Est-ce que l'impact d'une consommation excessive de sucre a été étudié sur les risques de cancer? Alors, on en a parlé tout à l'heure dans l'atelier cancer et nutrition. Je crois, madame, vous étiez là à l'atelier. Je crois que ça a été étudié parce que c'est mis en question, au sens où il y a une notion qui est partagée par beaucoup de gens que le fait en clair, le sucre contribuerait à développer des tumeurs j'exprime pas comme il faut, mais voilà, et ça leur permettrait de se développer davantage. Et en fait, il semble que ce soit pas du tout c'est pas une relation aussi linéaire que ça. Je crois qu'il y a eu des publications récentes sur les boissons sucrées, notamment, et qui montraient effectivement peut-être un excès de risque, mais c'est vrai que ça ne suffit pas. Enfin, il faudrait davantage d'études pour vraiment confirmer et puis quantifier éventuellement le surrisque. Et d'ailleurs, en tous les cas, dans l'étude du CIRC, ça n'a pas été pris en compte puisque il n'y avait pas de données suffisamment probantes. Actuellement, tout globalisé, il n'y a pas d'argument solide pour dire aux gens qu'il ne faut pas qu'ils mangent qui freinent énormément l'apport de glucides, notamment à goût sucré, pas les glucides lents. Il y a quand même globalement pour ce qui est du poids et faut quand même éviter. Je pense que les recommandations restent vraies, même si on n'est pas capable de quantifier un éventuel surrisque de cancer. Voilà, bien sûr qu'il faut diminuer les consommations de boissons sucrées dans une alimentation équilibrée. Concernant les 300 grammes de viande rouge par semaine, c'est viande crue, viande cuite? C'est la seule, j'ai jamais trouvé dans les publications, et la seule réponse que j'ai eue c'était par la Fédération de la viande, donc il y a un petit parti pris là-dedans, et c'est vrai que moi les patients me demandent et je ne sais pas quoi leur répondre. Pour moi, c'était tout compris. Viande rouge, qu'elle soit crue ou cuite, en tous les cas, je ne pense pas que le cirque ait cette différence. En même temps, la consommation de viande crue est un petit peu moins fréquente. Non, ce que je veux dire, quand on compte les 300 grammes, c'est avant. Ah oui, ah oui. Ou après Les grammes. cuisson. Ah oui. Et ce qui change. Et la Fédération de la viande dit 300 grammes de viande cuite, ce qui est vraiment différent que si on prend la matière première. Par contre,
comme les modalités de la cuisson de la viande, je pense au barbecue, etc., sont elles aussi en soi, ça goûte. C'est peut-être pour ça qu'il y a aussi